Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Comme toujours, moi je vais excellemment bien. Je m'appelle Toussé Moussa et je suis le promoteur de l'UDTM. Aujourd'hui, je te propose un entretien avec deux de mes amis qui sont originaires du Bénin comme moi et qui vivent actuellement en France. L'un est salarié, il est d'abord venu en France en tant qu'étudiant et après avoir fini ses études, il a décroché son premier emploi. Comment est-ce que cela s'est passé? Tu vas le découvrir dans cette vidéo. Le second, quant à lui, il est étudiant, mais il est également alternant. C'est quoi un alternant? Tu vas également le découvrir dans cette vidéo. Et cette vidéo, cet entretien, je la trouve personnellement riche. C'est pour ça que j'ai décidé de la partager avec toi. Et j'espère que toi-même tu vas l'aimer, que tu vas liker et que tu vas partager également autour de toi. C'est la première d'une longue série d'entretiens. Sans plus tarder donc, je te souhaite un bon visionnage. À très vite. Bonjour Christian. Bonjour Toussaint. Bonjour Axel. Oui, bonjour Monsieur Toussaint Moussa. Je vous remercie d'avoir accepté ce petit entretien avec moi en pleine nature. Je vais laisser chacun de vous se présenter succinctement. Donc moi c'est Axel Degan, je suis chargé d'études actuarielles et je travaille dans une boîte d'assurance et je suis en France depuis 2017 et voilà, je suis content de me retrouver dans ton univers ce soir. Merci Axel, ça fait plaisir de l'entendre. Christian? Ouais, moi, c'est Christian Togbeki, je suis étudiant en Master 2, Système aquatique et gestion de l'eau à l'Université de Paris. Je suis alternant au sein d'une entreprise dans le domaine ferroviaire. Super. Est-ce que chacun peut donner brièvement son parcours? Où est-ce qu'il a commencé et qu'est-ce qui l'a permis d'être en train de faire la formation ou le métier qu'il est en train de faire aujourd'hui? Moi, j'ai eu un bac scientifique au Bénin, un bac série D. Après, j'ai fait l'hydrologie à l'université d'Abomey-Calavi. Suite à cela, j'ai fait la procédure Campus France qui m'a permis de venir en France. Mes premières années en 2018 en France, je l'ai passé à Dijon, à l'université de Bourgogne. Après mon master, je me suis inscrit à l'université de Paris pour pouvoir faire une année en alternance. Du coup, c'est ce que je peux dire sur mon parcours. Et donc Toussaint Moussa, moi je suis titulaire d'une licence en statistique à l'université d'Abomey-Calavi. C'est le diplôme de statistique de l'ENEAM obtenu en 2014. Ensuite, j'ai fait plusieurs stages. Tu sais, comme chez nous au Bénin, on enchaîne des stages professionnels. Donc, on a enchaîné plusieurs stages professionnels. Le plus important, c'est celui que j'ai effectué au ministère de la Santé. Et ensuite, en 2017, je suis arrivé à Niort. À Niort, où je suis rentré dans une école où j'ai fait une licence en risque assurance. Donc, c'est une licence orientée statistique, mais dans le domaine des assurances. Ensuite, j'ai fait un master, un cycle de master en actuariat. Toujours dans la même école, c'est une école de l'université de Poitiers, mais qui est à Niort. Et pendant mon cycle de master, je suis rentré en alternance dans une entreprise, dans une société d'assurance à Paris La Défense, et en tant qu'alternant. Et ça, c'était en 2019. Et je continue d'exercer dans cette société, plus en tant qu'alternant aujourd'hui, mais en tant que salarié. Wow. Wow. Ok. Je crois que dans votre parcours, quand bien même c'est des parcours différents, c'est des formations différentes, mais je crois qu'il y a beaucoup de points où vos parcours se ressemblent. Déjà, vous avez tous commencé au Bénin, vous avez votre bac au Bénin, une licence au Bénin, quelques stages au Bénin, et ensuite, un point commun, c'est la procédure Campus France.
Comment est-ce que vous avez entendu parler de la procédure Campus France et comment ça s'est passé la procédure Campus France? Ok. Ben, il faut dire que c'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de la procédure Campus France pendant que j'étais en première année. Et j'avoue que j'ambitionnais fortement à partir en France. Mais après, celui qui a fait que j'ai connu vraiment la procédure Campus France, c'est un autre ami. Et lui, je l'ai vu faire la procédure Campus France en 2015. Et lui, il l'avait déjà fait en 2014. Et c'était ça de son deuxième essai, disons. Et donc pendant qu'il le faisait, nous aussi, on avait essayé de le faire avec d'autres potes. Et on n'a pas vraiment réussi à la finir et tout, parce qu'on avait pris le train en marche. Et lui, il est parti en 2015. Donc, il est parti en 2015. En 2016, tu sais, avec les problèmes de garant financiers et tout, c'est pas aisé, tu vois. Donc, on avait obtenu des acceptations dans différentes formations, mais on n'avait pas de garant, donc on n'était pas parti non plus en 2016. Et c'est en 2017 maintenant que, en persévérant, on a réessayé, et cette fois-ci, par le miracle des choses, on a eu des garants. Donc je profite pour saluer mon garant qui est mon oncle maternel. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en France à septembre 2017, où j'ai entamé ma formation en risque assurance. Voilà. Super. Christian? Ouais, la procédure Campus France, je l'ai connue par le biais d'un ami également en 2018. Du coup, j'ai pris le train en marche. La procédure avait déjà commencé en novembre 2017. Moi, j'ai commencé en janvier 2018. Et c'était ma première fois que je l'essayais. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Vous avez tous pris donc par la procédure Campus France, mais ce que je remarque, c'est que il y a un qui a eu beaucoup d'expérience dans la procédure Campus France parce qu'il avait connu la procédure 1 année ou 2 années avant et il a fait une fois, ça n'a pas marché, il a repris et finalement ça a marché pendant que l'autre, il a pris le train un peu en retard et ça a marché quand même parce qu'il s'y est donné à fond. Donc ceux qui vont nous écouter vont certainement se retrouver maintenant parce que un peu comme Christian également, moi j'ai pris le train également en marche. Et je me suis donné à fond à la dernière minute et ça finit par marcher. Mais je connais également des gens qui ont fait, ça n'a pas marché. Et l'année qui a suivi, ils ont été un peu plus intelligents et ça a marché. Donc il y a plusieurs chemins en fait dans la procédure Campus France. L'essentiel c'est au final de se retrouver ici. Alors vous faites la procédure Campus France donc avec 1 année de décalage. Et vous venez, comment est-ce que ça se passe l'intégration ici? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous vous retrouvez, c'est un peu comme chez vous, les transports, le logement et tout quoi? Alors, il faut dire que quand tu arrives en France comme ça, il faut avouer que la France te donne une raclée. Quand tu viens juste d'arriver. Okay. La France te donne une raclée parce que, tu sais, nous, quand on était à Cotonou et tout, mon entourage le sait, on a été suffisamment persévérant, assez dynamique et tout. Donc malgré tout le mindset de gagnant, le mindset de persévérant qu'on a, quand tu arrives en France, la France te donne une raclée. Hein? Et il y en a qui ne se retrouvent pas et qui peinent à se retrouver. Il y en a qui ont fait de mauvaises expériences en France parce qu'ils ne se sont pas retrouvés du tout et ils sont retournés, il faut le dire. Mais la plupart quand même arrivent à se retrouver. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la raclée? La raclée, c'est souvent on arrive ici, vous savez, on est entre nous, hein, les histoires de garant et tout, on dépose des millions sur des comptes, des choses comme ça, où des personnes se portent garant pour les étudiants, en France ici ou en Afrique. Mais la réalité, c'est que nos moyens sont limités et trouver du travail est une étape fondamentale. Il y a beaucoup d'étudiants qui doivent travailler, qui n'attendent pas des ressources chaque mois qui vont arriver de l'Afrique. Et donc, une fois arrivés ici, avec 1 mois déjà, ils arrivent à trouver du travail. Il y en a qui n'arrivent pas à trouver pendant 1 année entière. Il y en a qui arrivent à trouver au bout de 3 mois. Moi, j'ai eu la chance
Je dois le dire parce que je suis arrivé dans une petite ville, Niort. C'est dans le 79 à l'ouest de la France, pas loin de La Rochelle. Et au bout d'1 mois, j'avais déjà un job étudiant. Wow. Un job de livreur, je livrais de la pizza et tout. J'ai livré de la pizza chez différentes enseignes de livraison de pizza. Et donc, moi, trouver un job, c'est quelque chose qui m'a vraiment réconforté parce que je n'avais plus le souci des soucis financiers, comment payer mon loyer, comment me nourrir et tout ça. Donc, c'est très important de se trouver un job. Après ça, il y a maintenant l'intégration même, c'est-à-dire il y a plusieurs paramètres. Hein. Il y a le froid, il y a les cours. Au Bénin, on n'était pas habitué à travailler en même temps et à étudier. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et donc, il y a ça. Il faut pouvoir affilier les deux. Et l'autre chose aussi, c'est l'intégration, c'est-à-dire l'intégration sociale. Ok, l'intégration sociale. J'aimerais dire que l'intégration sociale n'est pas... Et moi, j'ai connu aussi une difficulté, c'est l'intégration alimentaire en fait. Je ne me suis pas retrouvé dans les mets, ce que tu vois. Donc aujourd'hui, je me suis retrouvé dans les mets, je fais des plats français. Tu m'as fait découvrir un plat français aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Donc, mine de rien, c'est des choses qui ont été difficiles pour moi, tu vois. Donc, c'est pour dire que je voudrais rassurer mes frères africains qui veulent arriver ici pour leur dire en fait que ce sont des expériences super intéressantes. Ne restez pas dans votre zone de confort parce que après avoir traversé ces expériences-là, vous apprenez plein de choses et vous êtes apte à débarquer dans n'importe quel pays du monde et à vous adapter. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important. Merci Axel. On va passer à Christian. C'était dur mes débuts ici en France, il faut vous l'avouer. Déjà, j'ai pris le train en marche, les cours ont déjà commencé avant que je ne vienne. J'ai raté 2 semaines de cours et ici, quand tu rates 2 semaines de cours, pour le rattraper, c'est un peu dur. Avec ça, à mon arrivée, je n'avais pas vu trouver un job étudiant et il a fallu attendre les vacances de fin d'année. Quand je dis de fin d'année, les vacances de fin d'année, c'est les vacances des périodes de fête, de Noël et tout. Où j'ai fait mon premier job dans un magasin à grande surface. J'étais comme un poissonnier. Et j'ai fait 15 jours de travail. Et quand j'ai pris mon premier salaire ici en France, j'étais tellement content parce que ce que j'ai fait comme... Ça tournait autour de combien déjà? Il faut le dire, je travaillais à plein temps sur 15 jours et je me retrouvais à 700 €. Waouh! Et j'étais vraiment content. Le premier salaire, ça fait toujours plaisir, hein? Ouais. Ok, super. Et côté intégration, j'ai eu la chance qu'on était plusieurs Béninois dans la ville. Un ami à Assel où on s'est mis en contact. Du coup, côté intégration, je me sentais comme à la maison parce que j'étais tout le temps avec mon ami en question. On préparait ensemble. Même si on ne goûtait pas encore les mets français, on avait pas mal de provisions qu'on avait amenées. Une bonne dose de gari, du haricot, de la farine. Dans notre univers, de la pâte avec la sauce et tout. On mangeait bien quand même comme si on était encore au Bénin. Après ça, après les périodes de vacances, 2 mois après, j'ai trouvé un boulot dans un restaurant asiatique où j'étais préparateur. C'était dur, je vais dire. C'est dur, mais avec ça, je m'en sortais, je gagnais ma vie combinée avec l'étude, même si c'est dur. Donc, c'est possible donc de combiner ces études avec un job étudiant? Oui, bien sûr. Je dirais que c'est l'idéal pour ne pas trop aussi mettre en souci les parents qui sont encore au pays parce que le niveau de vie, c'est carrément différent et que quand tu attends que c'est les parents qui t'envoient le loyer, en Île-de-France ici, autour de 600 € le mois, sans compter ton déplacement qui est à 75 €. Et ce que tu vas manger, ça fait quand même une fortune au Bénin. Et donc, à partir de quel mois tu as trouvé ton autonomie? Ouais, moi je peux dire déjà
À partir du mois de février, moi, j'étais complètement en autonomie. Hein. Ça fait combien de mois déjà? Il m'a fallu 6 mois. 6 mois environ pour être complètement autonome. Parce que tu n'as pas vite trouvé un boulot en fait. Oui, c'est ça. Et Axel, Et depuis là, en fait, Christian, tu n'embêtes plus les parents au bled? Pas du tout. Au contraire, quelquefois, c'est toi qui envoies 50, 100 euros. Tout, Ok, super, super. Et Axel, toi, à partir... Comme je t'ai dit tout ça, moi j'ai très vite trouvé un job étudiant. Donc au bout d'1 mois et demi, moi j'étais déjà autonome. J'avais pas grand chose à faire, j'avais juste à payer mon loyer, à bouffer. Les parents n'attendaient rien de moi, donc super. je n'attendais plus rien des parents. Super. À partir de cet instant. Et la France, en fait, pour vous, c'est quoi? Tu parlais tout de suite, tu parlais avec beaucoup d'admiration pour la France. C'est un rêve qui s'est réalisé, c'est ça, ou c'est juste la continuité de tes études normales? Comment tu trouves la France? C'est une opportunité pour toi? C'est un rêve ou... Bon, déjà, il faut dire que moi, j'ambitionnais de partir du Bénin. Ceux qui sont dans mon entourage le savent très bien que j'ai toujours ambitionné de partir du Bénin, que ça soit non pas la France forcément, mais de partir que ça soit aux États-Unis ou en Europe, de partir quand même. Après, au fur et à mesure que j'évoluais dans mon cursus scolaire, ça a commencé par plus se dessiner sur la France parce que j'ai commencé par rencontrer des gens dans mon entourage, des gens qui sont partis en France et ainsi de suite, voilà. Parce qu'on a essayé plusieurs pays, la Turquie, avec la bourse turque, la Chine, des pays comme ça. Ouais. Même la bourse turque à l'époque? Oui, la bourse turque. Ouais. La bourse turque, je l'ai essayé par 3 fois. Quoi. Okay. Et bref, ça c'était une parenthèse. Par rapport à la France, c'est un rêve. Hein. C'est un rêve. Moi, j'ai toujours voulu partir. Clairement, pas partir pour vivre le reste de ma vie en France, mais partir parce que j'étais curieux. Je voulais voir en fait ce qui se passait ailleurs, tu vois. Je voulais pas mourir dans mon pays et ne pas voir ce qui se passe en Europe. C'était inconcevable pour moi. Et maintenant que tu es là, tu es séduit ou... J'ai été très bien servi, je suis satisfait. Okay. Je suis satisfait. Et ce que je voudrais dire par rapport au job étudiant et tout, en fait, je voudrais inviter les jeunes Africains à ne pas avoir peur de voyager. Enfin, c'est vrai que les jeunes Africains, ils n'ont pas peur de voyager, surtout ceux qui souffrent. Ils prennent la Méditerranée, ils partent, donc ils n'ont pas peur. Mais je veux parler à ces jeunes-là qui hésitent encore. Je ne leur demande pas de prendre la Méditerranée, mais les jeunes dont les parents ont la possibilité de les envoyer, ou les jeunes qui ont les opportunités de partir à l'étranger et qui hésitent encore. Moi, j'en connais, ils ont hésité pendant 3 ans. Et c'est au bout de 3 ans, pendant que j'ai fini mon Master 2 déjà et que je travaille, qu'ils sont arrivés. Donc j'aimerais les inciter parce que on finit la licence autour de 21 ans. Autour de 21 ans au Bénin. Autour de 21 ans, 22 ans, 23 ans au Bénin. J'aimerais inviter ces jeunes-là à venir en Europe, à venir à partir de leur pays, à aller étudier des choses, à découvrir plein de choses, à avoir une ouverture d'esprit et de revenir à leur pays, dans leur pays, encore jeunes. Parce qu'ils ont que 21 ans, 22 ans. Donc ils peuvent passer 7 ans dans un pays, 10 ans dans un pays et revenir donc, très jeunes. Si je comprends bien, en fait, tu ne demandes pas aux gens de déserter complètement l'Afrique et de ne plus jamais retourner, mais tu demandes surtout de venir se former. De venir se former, bien sûr. Apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles choses. C'est ça. Et ensuite retourner servir au pays tout ce qu'ils ont appris. C'est bien ça. Hein? C'est ça. Pourquoi? Parce que non seulement tout ce temps qu'ils vont passer à l'étranger, ça va avoir des répercussions positives sur le pays. En termes de connexion, en termes d'information, en termes d'ouverture d'esprit. Parce que moi, l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui sur l'Europe, sur le monde, je le transmets systématiquement à mes frères, à mes petits frères, à ma petite soeur et tout. Donc, moi, je connaissais pratiquement rien de l'Europe. Mais aujourd'hui, mes frères, mes petits frères malgré qui sont à Cotonou, ils savent beaucoup de choses sur l'Europe. Je leur montre des photos, je leur montre des trucs, je fais des appels vidéo avec eux, je leur apprends des choses. Donc voilà, ça fait un. De deux, je ne vais pas parler des transferts monétaires. J'encourage beaucoup ça. J'encourage les étudiants qui sont en Occident de ne pas
demander de ne pas encourager le transfert des transferts monétaires de l'Afrique vers l'Occident, mais plutôt de l'Occident vers l'Afrique. C'est très important. Je voudrais aussi dire que l'Europe, c'est de belles expériences. Pourquoi? Parce que étudier en Europe, c'est complètement différent avec étudier en Afrique. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été livreur de pizza, mais je ne vous ai pas dit que j'ai été préparateur de pizza. J'ai travaillé dans les cuisines, j'ai travaillé au four. Et en plus de mon métier, j'ai appris un autre métier. C'est quelque chose de capital. C'est quelque chose qui ne se fait pas chez nous. Chez nous, on va à l'école pendant des années, mais on n'apprend rien du tout avec nos mains, on ne sait rien faire. Et je pense que c'est quelque chose qui endort le développement. Et alors que ici, la façon dont les jeunes sont éduqués, ils font des jobs, ils étudient en même temps, c'est quelque chose qui provoque le développement. Et j'aimerais ajouter que ce n'est pas les jeunes Africains seulement qui travaillent ici. Quand vous prenez le visa Schengen et que vous arrivez en Europe et que sur votre visa, on vous dit autorisé à travailler à titre accessoire, c'est parce que c'est déjà dans leurs mœurs. La preuve, Christian ou vous, Toussaint Moussa, vous avez travaillé avec des collègues jeunes français comme vous, des fois même qui sont beaucoup moins âgés que vous, qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans et qui travaillent déjà et qui sont speed en production et qui travaillent déjà. Voilà. Sauf que nous, on est arrivé un peu âgés en Europe et voilà, du coup, on se retrouve avec des jeunes de 17 ans, 18 ans qui sont vraiment speed et qui travaillent en production comme nous et qui ont un salaire comme nous et qui n'ont pas besoin d'attendre leurs parents avant de s'acheter une voiture et qui déjà, à l'âge de 19 ans, 20 ans, sortent de la maison et vont louer seuls et payent leur loyer seul et tout. Donc voilà, je pense que ce type d'éducation, c'est vrai que les jobs, les opportunités sont ici, mais c'est quelque chose qui permet vraiment une ouverture d'esprit et ça provoque vraiment le développement. Et c'est un cercle vertueux. Voilà, donc je voudrais inviter les jeunes Africains, même s'il n'y a pas encore assez d'opportunités chez nous, j'aimerais les inviter, ceux qui le peuvent, de venir faire cette expérience-là parce que je n'ai même pas, ils n'ont même pas une idée de combien de fois c'est intéressant. C'est challengeant, mais c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant, tout simplement. Super, super. Merci Axel pour le long développement. Et Christian, la même question. Hein, et la France, c'est le résultat d'un processus, c'est le résultat d'un coup de tête. Est-ce que c'est quelque chose qui était planifié? Est-ce que depuis enfant, tu rêvais de la France ou bien de l'Occident ou... Comment ça s'est passé? La France, comment est-ce que tu as abouti en France? La France, c'est comme je te l'avais dit, j'ai connu la procédure Campus France par le biais d'un ami. Du coup, c'était pas un rêve d'enfance de venir en France et tout. Mais quand on avait fini la licence au Bénin, le savoir-faire, en termes de théorie, on avait pas mal de bagages théoriques et tout, mais le savoir-faire pratique et tout, on l'a pas trop. Et trouver de stage, même c'est encore difficile. Du coup, pendant cette période, je réfléchissais, puisque après ma licence, j'ai passé 2 ans à la maison, il faut le dire. Je réfléchissais, ouais, qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer en fait au développement de mon pays. Et là, les ambitions de voyager commencent pas à y arriver. Et au bout du chemin, j'ai entendu parler de la procédure Campus France. Et dès mon arrivée ici, je commence pas à œuvrer fortement pour dire le savoir-faire et qu'il faut que je l'acquière et que je retourne en fait au Bénin pour développer, ouvrir ma boîte en hydraulique, un bureau d'études en fait. Et par ça, attirer plus de jeunes au savoir-faire pour qu'ils puissent mettre la main à la pâte, savoir en fait dimensionner un ouvrage comme cela se doit, que ce ne soit pas en fait que des théories, aller sur le terrain, voir en fait comment ça se passe concrètement, les projets de développement, d'aménagement, comment ça se fait et tout. Et même là, quand on y pense, même pas de tunnel au Bénin et quand tu vois le développement déjà en France, tu vois qu'on a encore... je dirais 1000 ans en arrière. Disons 300 ans de travail acharné. Puisque moi, il faut l'avouer, depuis mon arrivée en France, on fait plus de la pratique et tu mets plus... Tu combines plus la théorie et la pratique et tu sais en fait que c'est pas forcément la théorie ne s'exerce pas forcément directement en pratique. Tu as
des problèmes en chemin et comment s'y mettre pour contourner, trouver une solution, c'est pas forcément théorique, quoi. Donc, et depuis depuis que j'ai commencé mon alternance, j'ai développé pas mal de choses et personnellement. Je vais vous poser 2 dernières questions qui me tiennent beaucoup à cœur. L'avant-dernière donc question, c'est quel est votre regard quand vous faites une comparaison, sans forcément entrer dans les détails, hein, une comparaison entre le système éducatif en France, d'après ce que vous avez vécu, parce que vous avez fait des masters ici, et quel est votre regard par rapport à la formation ici, comment est-ce que les cours se passent, la qualité de l'enseignement, l'organisation de l'enseignement par rapport à ce qui se fait au Bénin. Et est-ce que vous pensez que le Bénin peut arriver à ce niveau d'organisation? Je le dis, ce n'est pas pour... parce que comme Axel le disait tout à l'heure, si on vient en fait, c'est beaucoup plus pour apprendre et également le rendre à notre pays. Et ce qu'on voit, on doit pouvoir le dire également. N'est-ce pas? Tu as fait l'ENEAM par exemple. Il y a... j'ai un contact avec qui j'étais en contact et qui avait commencé tôt la procédure. En novembre, il avait commencé très tôt en fait. D'accord. Et jusqu'en mars, à la date limite, il n'a pas pu déposer son dossier. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une demande pour retirer ses diplômes à l'ENEAM, mais depuis novembre, il n'a pas pu les retirer en fait. Et moi je me dis, mais c'est désolant en fait. C'est désolant. Il n'a pas pu retirer ses bulletins de notes. Ses bulletins de notes et tout. Et tout ça. Ouais, il n'a pas pu à cause de la lenteur administrative. Entre quel mois et quel mois? D'après ce qu'il m'a dit, il a des... au bout de 2-3 mois quoi. Ouais, beaucoup plus. Je peux témoigner, mon petit frère est dans le cas. Il a fait sa demande depuis le mois d'octobre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu de suite pour ses relevés de notes. Pendant que ici, les Français, quand tu les écoutes, se plaignent. Moi, des fois, j'entends des Français se plaindre de la lenteur administrative de chez eux. Et dans ma tête, je me dis, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, voilà, faites un petit tour sur cette question sans forcément entrer dans les détails. Et ensuite, je vais vous poser la dernière question. Oui, moi, je voudrais déjà dire que... pour comparer les deux systèmes éducatifs, je pense qu'il faudra qu'on fasse une autre vidéo dessus parce que c'est énorme. C'est énorme ce que moi j'ai vu ici, en arrivant ici en 2017, c'est énorme. Et c'est ce que j'ai vécu en étant étudiant et en étant de plein pied dans le système éducatif, à savoir la gestion des notes, la gestion des compositions, le déroulement des cours, les enseignants, les collaborations, les liens entre enseignants et étudiants, l'équipe pédagogique, les propositions des programmes de cours et tout ça. C'est énorme. Alors, je vais directement dire que je pense que les gens proposent les formations ici en fonction des besoins des entreprises. Nous, dans ma formation, on nous formait pour des sociétés d'assurance. L'objectif, c'était de nous mettre tout de suite à disposition des sociétés d'assurance pour qu'on soit tout de suite opérationnel le jour même qu'une société d'assurance nous recrute. C'est l'objectif de notre formation. Et notre équipe pédagogique a travaillé dans ce sens avec nous. Et l'objectif, c'était que ça. Donc, c'est quoi les logiciels qu'on utilise aujourd'hui en 2020-2021 dans les sociétés d'assurance? C'est ça on faisait tout le temps à l'école. Donc on a tellement fait de la pratique que le jour où je me suis retrouvé en entreprise, j'ai pas eu du mal à prendre rapidement le train en marche. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses en entreprise, mais il faut dire que j'étais pas novice aux outils utilisés parce que ces outils-là, on les avait tellement déjà utilisés à l'université. Donc ça fait ça. Et l'autre chose aussi, c'est comment on appelle les relations entre professeurs et étudiants. C'est des relations de... Il n'y a pas de fossé. Il n'y a pas de fossé entre profs et étudiants. Les étudiants sont libres d'exprimer leur avis.
et de proposer des choses également. Et pour la petite histoire, non, pas pour la petite histoire, mais je veux dire pour l'habitude. Nous, on a l'habitude à chaque fin d'année de faire un bilan et de dire ce qui n'a pas marché. De dire ce qui n'a pas marché devant l'équipe pédagogique. D'abord, on le fait entre étudiants. Ensuite, nos responsables devant nous font le rapport à l'équipe pédagogique. C'est quelque chose qu'on ne nous a jamais demandé. Moi, quand j'étais à l'ENEAM ou à l'Université d'Abomey-Calavi. Et l'autre chose aussi, je veux parler de la pédagogie maintenant, la façon dont les enseignants font les cours. Je trouve que la façon dont les enseignants font les cours ici sont axés sur la pratique et sont axés sur la pratique, c'est-à-dire sur est-ce que les étudiants, je pense qu'au bout des années, ils ont compris comment transmettre les cours aux enseignants. Je dois avouer que chez nous, il y a des profs qui arrivent, qui ont les mêmes en cours depuis 15 ans et qui nous font tout le temps les mêmes cours. Et je voudrais ajouter également qu'il y a des profs qui savent qu'il faut actualiser les cours et qui le font. Mais en fait, ils actualisent juste leur papier en fait. Ils ont la même façon de transmettre les cours. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a des méthodes statistiques qu'on nous avait apprises quand j'étais au Bénin. Et c'était bleu, quoi. C'était bleu. Et ici, c'est tellement simple comme de l'eau de roche que je me suis demandé si c'est les mêmes méthodes qu'on nous avait enseignées pendant ce temps-là. Donc, moi, je pense que la qualité de l'enseignement chez nous, je pense qu'il faut revoir certaines choses parce que très sincèrement... Mais au moins, ça nous a formés, ça nous a permis d'être là. Oui, ça nous a formés, mais il faut dire la vérité. Je suis arrivé sur votre chaîne, M. Toussaint Moussa, pour dire la vérité. La vérité, c'est que quand je suis arrivé ici, en France, la façon dont les cours sont donnés ici, c'est pas la même chose. Et c'est la vérité. Vous pouvez interviewer d'autres étudiants. C'est pas la même chose. Les gens vous donnent les cours ici et vérifient en même temps si vous... Et il y a beaucoup de pratiques ici. Nous sommes beaucoup dans la théorie chez nous. Par exemple, pour une formation de statisticien, on est beaucoup dans la théorie. Encore qu'à l'ENEAM, ça va. Dans d'autres facs publics comme la FASEG et tout, c'est la catastrophe. Ils font de la théorie de A à Z et ils font pas du tout de pratique. Donc à l'ENEAM, ça va encore. Donc bref, je vais m'en arrêter là. Je vais passer la parole à Monsieur Togwedi, même question. Ouais, je ne vais pas répéter tout ce que Axel a déjà dit en termes de l'éducation ici, en termes de comparaison entre l'éducation en France et l'éducation le système éducatif en France et le système éducatif au Bénin. Le système éducatif ici, quand on te forme, tu sors, tu es directement opérationnel comme il vient de le dire. Et je prends mon cas en hydrologie et tout. On a fait 3 ans sans faire une sortie pédagogique, sans aller sur le terrain voir comment se comporte un bassin versant. Et c'est les trucs préliminaires ici. Quand moi je suis venu ici en France, après 2 semaines, j'étais déjà sur le terrain. Il fait 2 semaines sur le terrain en fait. Et chaque jour, j'étais sur le terrain, prendre des mesures. Et c'était devenu comme un nouveau monde pour moi. Et c'était plus réaliste pour moi en fait, je vais dire. Et je me disais, ouais, c'est ce qu'il nous faut en fait au Bénin. Et quand tu touches aux outils et tu manipules, tu prends des échantillons que tu analyses toi-même, c'est quelque chose de très pratique qui te fait réfléchir. Et en même temps, ça te met en tête l'idée de la recherche, disant, ouais, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ceci. Et c'est très instructif, je vais dire. Ok, super. Dernière question et pas des moindres. Et ça, je crois que si vous voulez, on va consacrer une autre interview carrément à ça. Parce que l'un des points de convergence de vos parcours, c'est l'alternance. Est-ce que vous pouvez placer un mot rapidement sur l'alternance? Parce que quelqu'un qui est au Bénin, par exemple, et qui nous écoute, c'est pas sûr qui sache ce que c'est que l'alternance. Et voilà, donc dites-nous un peu c'est quoi l'alternance. Déjà, je remercie Monsieur Axel. C'est lui, je connaissais le système, mais c'est lui qui m'a plus poussé à trouver une formation en alternance. Et l'alternance, c'est quoi? C'est-à-dire que tu es inscrit dans une formation
Et il y a des périodes de cours que vous êtes à l'université et des périodes où vous êtes en entreprise pour pratiquer en fait la théorie. Simplement ça, c'est ce que je veux dire. Il y a un rythme en fonction des écoles. Là, actuellement, moi, je fais 3 semaines de cours et 3 semaines en entreprise. Et en fonction de l'école, ça change. Ok. Et Mais comment est-ce que l'entreprise vous accepte? C'est vous qui payez l'entreprise? C'est l'entreprise qui paye? Comment ça se passe? Il y a une transaction financière? Ouais, il y a une transaction financière. Ce qui est bien en alternance, c'est quoi? C'est que ta formation, tu ne payes rien. L'entreprise débourse près de 6 000 € pour payer ta formation. Et à côté, toi, tu es payé à chaque mois comme si tu étais un salarié. Waouh! Magnifique, non? Les jeunes béninois, s'ils avaient ça, ils seraient contents. Hein? Ouais, je pense que c'est un bon système. Est-ce que c'est un système qui peut se mettre en place au Bénin? Ouais, je pense, mais il faut en fait l'aide du gouvernement, je dirais. Et ici, en fait, c'est pas forcément l'alternance, c'est dans plusieurs domaines. En boulangerie, ça se fait également. Les jeunes sont formés. En mécanique, en pâtisserie. En pâtisserie et tout. En assurance, en hydrologie. Donc, ce n'est pas vu qu'au Bénin, on est en train de travailler actuellement à reformer le système éducatif, peut-être que c'est une idée qu'on pourrait transmettre aux autorités. Alors, donc, comme Christian l'a dit, effectivement, le système d'alternance, c'est vraiment un système... On parle d'alternance. Alternance, c'est l'autre passe, l'autre vient. Bon. En bref, c'est que tu passes 2 semaines en entreprise, 2 semaines de cours. Ça dépend des rythmes. Des fois, on passe plus de temps en entreprise qu'au cours. C'est-à-dire, il y a des formations, c'est 3 semaines de cours, 3 semaines en entreprise, donc 3 semaines de pratique et 1 semaine de cours. Il y a des formations comme ça. Des fois, c'est des formations 2 semaines de cours, 2 semaines en entreprise. Tu es considéré comme un salarié. Donc, tu as un salaire en bonne et due forme. Là, on ne parle plus de job étudiant. Donc, tu as le statut d'un salarié. C'est vrai que tu as le statut d'alternant, mais on te paye comme un salarié. Après, pour le Bénin, ça peut être fait avec, on va pratiquer les salaires du Bénin, ok? C'est juste qu'il faut que le gouvernement accompagne. Parce que n'oublions pas que même en France ici, le gouvernement encourage beaucoup ça. Et réduit l'impôt des entreprises qui prennent plus d'alternants. Il y a des politiques publiques qui permettent d'inciter en fait les entreprises à recruter des alternants. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être fait chez nous également. Le problème chez nous, c'est que ceux qui ont fini les diplômes n'ont pas encore trouvé de boulot, donc je me demande si les étudiants vont en trouver. Donc c'est la question que je me pose. De toutes les façons, il nous faut déjà plus d'entreprises parce que c'est un système qui est bien quand il y a beaucoup d'entreprises. Combien d'entreprises nous avons chez nous? Je pense qu'on n'en a pas suffisamment. C'est pour ça qu'il y a un problème d'emploi chez nous. Donc essayons de régler d'abord le problème d'emploi et ensuite on va penser à l'alternance et tout parce que les diplômés sont sans emploi, ce n'est pas des étudiants qui seront avec des emplois. Je suis sceptique sur... Super, merci beaucoup Axel et Christian. Je voudrais ajouter une dernière chose. Je voudrais inviter les jeunes Africains à vivre une vie à 200%. C'est-à-dire? Une vie à 200%, ce n'est pas une vie où vous irez forcément rouler des jet skis à Dubaï ou faire des photos instagrammables à New York et tout. C'est pas forcément ça la vie à 200%. La vie à 200%, c'est voyager, c'est vrai. C'est découvrir des pays, découvrir des cultures. C'est de travailler aussi, de rencontrer des gens, de faire des expériences. C'est d'échouer également. D'accord? Parce que c'est d'échouer, c'est d'être challengé, c'est de pleurer également. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, vivre à 200%. Et c'est de travailler aussi en tant qu'étudiant. C'est pas beau ça? C'est une vie à 200% ça. Donc, s'il y a des étudiants qui se retrouvent en Afrique aujourd'hui et qui pensent que c'est un environnement incertain, ils ne veulent pas prendre le risque, ils veulent rester couvés dans les bras de papa et de maman alors qu'ils sont au-delà des 20 ans, moi je pense que je les incite aujourd'hui à faire le pas parce qu'ils vont vivre véritablement une vie à 200%. Et c'est le boulevard pour eux de prendre leur autonomie et de continuer leur vie, de pouvoir voler seul. Voilà. Super. Merci beaucoup, Axel. Christian, un dernier mot à la jeunesse africaine. Ouais.
comme Axel vient de le dire, c'est quand même bien de vivre sa vie à 200%. Et étudier et travailler à côté, c'est quand même un grand plus. Déjà, pour ceux qui sont au Bénin, ne pas avoir honte de faire un petit boulot à côté des études. S'ils ont la capacité d'en faire, c'est très bien. Et de ne pas rester dans sa zone de confort également, de dire je serai sous la protection de la famille, de papa et maman, de sortir pour découvrir en fait la vie, je dirais, de sortir pour découvrir le monde en quelque sens, dans le sens positif, pour pouvoir contribuer au développement de notre petite nation, le Bénin. Merci beaucoup Christian, merci Axel, mille merci en fait. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans l'univers de Toussaint Moussa, et je suis sûr en fait que tous ceux-là qui vont nous suivre, qu'ils soient étudiants ou pas, qu'ils soient béninois ou pas, je crois qu'ils vont apprendre beaucoup de choses à travers cet entretien que vous m'avez accordé. Je vous remercie et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.